Les petites interviews by Yes Home, je suis Véronique Dubourg, je suis comportementaliste canin. J'ai à cœur de vous partager ma vision du chien basée sur l'éthologie canine en invitant des spécialistes de choix pour vous aider à mieux comprendre votre chien. Je vous laisse arriver tous tranquillement. Aujourd'hui, nous allons recevoir Nadine Chastan de l'Esprit Canin 33 qui va nous parler d'un thème essentiel, la relation. Comment Est-ce que le son est bon déjà? Bonjour Bonjour, Nadine. ça va? Ça va? Je, Tu je te me cale, cales? j'essaye pour être à la bonne hauteur. Bonjour Florence. Bienvenue Nadine. Je te laisse te caler Ouais, on tranquillement. essaye. Voilà. Écoute, en tout cas pour nous c'est bon. Dites-nous si le son est bon. J'ai l'impression que oui. Et je vais t'inviter Nadine à te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas encore. Alors bonjour, me présenter. Moi, je suis éducatrice depuis à peu près 2011. Euh, Avant 2011, j'étais déjà dans le chien, mais plus en niveau associatif. Euh, c'est là où j'ai sur cette partie, ce temps-là d'avant où j'ai rencontré Dédé, André Escafre, de 2000 à 2009. Euh, voilà, et depuis 2011, en fait, j'ai mon entreprise sous le nom Esprit Canin 33, euh, sous lequel je peux faire parfois des stages. Je reçois de la clientèle, je vais en clientèle, voilà, comme tous les éducateurs. Et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés l'année dernière. J'ai fait un Oui. stage, j'ai eu cette chance et je recommande évidemment de faire un stage. Alors aujourd'hui, le thème, c'est la relation et comment relier nos deux mondes parce qu'on oublie que nos chiens communiquent différemment. Qu'est-ce que tu peux nous dire? On va commencer par une petite définition. La tienne, c'est quoi une relation? Bah, je pense que pour établir une bonne relation avec son chien, c'est être dans une communication euh, et dans une communication assez claire entre les deux. Qui dit communication dit échange. C'est-à-dire que je peux demander, mais je peux recevoir aussi ce qu'il me dit. Donc c'est vraiment un échange de part et d'autre. Donc on va appeler ça, c'est une écoute mutuelle, c'est-à-dire aussi bien nos amis les chiens qui doivent écouter que inversement. Donc pour moi la relation c'est d'abord surtout ça, surtout le côté écoute mutuelle de manière générale. Ça, la relation ça va pas que d'un côté, que le chien qui écoute l'humain. Voilà. Et justement, tu parlais de communication. Quel est le langage que le chien comprend? Parce que si on part à l'étranger, on ne va pas se comprendre. Quel est le langage que le chien peut Alors, comprendre pour que les deux communiquent et se rejoignent? alors, avant tout, le chien, c'est un animal qui vit 24 heures sur 24 avec nous. Donc, il nous connaît parfaitement. Il connaît nos moindres faits et gestes. Certaines personnes, par exemple, quand elles s'en vont, nous disent ah mais il le sait à l'avance. Ben, bien sûr qu'il le sait à l'avance puisqu'il sait très bien toutes nos manies, toutes nos habitudes qu'on a avant de partir, etc. Donc le chien, il décrypte parfaitement notre gestuelle. Donc sur ça, moi je dis à mes clients souvent, le temps de l'apprentissage, soyez clair entre votre gestuel et votre verbal. Que ce côté, ça dit bien la même chose au niveau gestuel verbal. Tous les apprentissages se font assez facilement. Nos mots, qui sont liés aux émotions, etc. Mais au départ, ce qu'il comprend, c'est notre gestuel, quoi. Et tu peux donner un exemple, par exemple, si je veux rappeler mon chien, Bah, quelle est la gestuelle qui serait cohérente? déjà, pour le rappel, surtout ne pas marcher vers le chien à partir du moment où on a rappelé, parce que le fait de marcher vers le chien, on le pousse à continuer là où, vers lui où il veut aller. Donc déjà au niveau gestuel, là, quand on veut apprendre le rappel, marcher vers son chien, on l'incite pas à revenir. Donc déjà sur le rappel, ça serait déjà s'arrêter. Euh, Deuxième point, ça serait ne pas lui faire complètement face, biais de trois quarts, voire de profil pour certains chiens.
Pourquoi pas de face? Parce que chez le chien, tout ce qui va être face à face va être plus compliqué pour lui pour revenir sur un humain, etc. Surtout sur le temps de l'apprentissage. Il peut prendre ça pour un côté conflit, etc. Donc il y a toute cette partie-là à tenir compte. Mais sur le rappel, on va dire, c'est pas ce qui va être le plus flagrant. C'est par exemple, vous avez des chiens qui vont réagir sur des vélos ou des joggers. Rien que le fait de se mettre au bord du chemin et que les humains tournent leurs épaules des vélos et des joggers, rien que ça, déjà le chien, ça l'aide à ne pas partir pour réagir sur tous les chiens. Il n'y a pas que ça qui va aider, mais ça va faire une partie des choses parce qu'en faisant ça, on montre aux chiens qu'on n'est pas intéressé par le vélo ou le jogger qui passe, quoi. Donc oui, tu parles de gestuelle, Oui. mais c'est une certaine cohérence qu'on n'a pas, qu'il faut apprendre en Alors, fait. C'est il un faut apprendre, apprentissage je vais aussi. dire oui. Après, ça m'arrive des fois de travailler avec des enfants et comme le maniement de l'ange, comme tout ça, ça paraît plus simple aux enfants. C'est-à-dire que pour eux, ça leur paraît clair et si on les regarde, ils le font quasiment sans vraiment s'en rendre compte. En fait, nous, après humains, on est dans un monde de langage et en fait, c'est ce langage-là qui vient un petit peu nous interférer dans tout ce qu'on fait avec le chien. Mais sinon, alors moi, quand j'ai connu Dédé, j'avais pas comment dire, j'étais vierge au niveau éducation chien, je n'avais jamais fait d'éducation avant. Donc en fait, tout ce qui m'a expliqué, que j'ai vu chez lui, m'a parlé assez vite, parce que justement, je veux dire, il y a plein de choses déjà que je faisais sans forcément m'en rendre compte. Euh, donc tout ça, je pense qu'il y a des gens qui le font assez naturellement et pour qui du coup cette approche-là va leur parler très vite parce qu'ils n'ont pas à réfléchir. Pour ceux où on arrive beaucoup plus à être sur des choses, on va dire, euh, un peu plus compliquées parce qu'ils ont plutôt l'habitude de travailler à la friandise, etc., ils vont essayer de capturer un comportement ou de capturer l'attention du chien et dans ce cas-là, ils sont vers le chien, ils font plus attention à leur gestuelle. Donc pour ces personnes-là, ça sera un peu plus compliqué s'ils veulent découvrir l'approche de commencer à travailler en faisant attention à cette cohérence de gestuelle. Ok. Ah, tu as parlé de Dédé, donc je ne sais pas si on voit, c'est donc Oui. un précurseur, on Mm. peut dire ça comme ça. C'est le livre Une page. Vous avez d'ailleurs, il y a un groupe, Le Chien Autrement, que tout le monde peut rejoindre, où vous allez comme ça donner du Oui. contenu. Penser son éducation autrement, voilà, c'est ce monsieur qui avait une approche déjà très, Oui, il était très très en pertinente. avance par rapport au temps où il a vécu et du coup très critiqué comme toute personne qui est très en avance. Ok. Donc, donc, tu as parlé de la communication, de la gestuelle, qu'on est peut-être un peu trop bavard. Est-ce qu'il y a autre chose du côté de l'humain, déjà, peut-être dans la communication à être vigilant? Euh, J'allais dire faire attention aux émotions, mais est-ce qu'on peut y faire attention? C'est compliqué de faire attention aux émotions. On sait très bien que le chien ressent des émotions et les émotions de son humain, etc. Donc il y a cette partie-là que toi tu traites déjà beaucoup, qu'il faut prendre en compte, etc. Euh, non, moi je dis à partir du moment où déjà on a la gestuelle, travailler les demandes, et je dis bien des demandes et pas des ordres. Voilà, il y a aussi cette partie-là à prendre en compte. Euh, on va dire après c'est le gros et puis enlever certaines idées reçues. Alors, je rebondis, j'avais une Ouais. autre question, mais je rebondis sur ce que tu viens de dire. Pas d'ordre et des demandes. Est-ce que tu peux nous expliquer la nuance et pourquoi c'est pertinent d'être plus dans un langage, j'allais dire courtois, mais je, Bah, voilà, je te laisse développer. on est dans un sujet relation. En fait, dans la relation, il va pas falloir que le chien, par exemple, ait peur de son humain, par exemple, et qu'il coopère plus parce qu'il a envie de faire plaisir. Donc, du coup, en fait, les demandes qu'on va faire, ça va être des demandes. Alors, je vais dire, on va essayer de travailler avec ce qu'on a envie
que le chien réalise. C'est-à-dire, par exemple, on arrive à un passage piéton. Souvent, la plupart des personnes nous demandent assis au chien. Dans l'approche, là, on va pas demander assis, on va demander au chien d'attendre. Tu attends. Pourquoi tu attends? Simplement parce que il peut attendre de la manière qu'il veut déjà. Il peut attendre assis, couché, debout, comme il se sent au moment où il est. Peut-être que même sa posture va changer en fonction du temps qu'on attend, si on a une grande route à traverser où il y a la circulation. La position qu'il va prendre va même pouvoir nous indiquer dans quel état d'esprit il est lui. Parce que par exemple, un chien stressé, ça va être très compliqué qu'il s'assoie ou qu'il se couche pour attendre, même si on attend un petit moment. Donc, il y a, en fait, en lui demandant d'attendre, le chien va être capable de nous donner plein d'informations sur déjà lui, comment il se sent à ce moment-là. Donc, ce qu'on veut, nous, c'est simplement qu'il ne traverse pas le passage piéton pour le mettre en sécurité. Voilà. Donc, les demandes seront plutôt dans ce sens-là. Et toujours pareil pour être cohérent. C'est-à-dire qu'on veut pas forcément qu'il soit assis, ce qu'on veut, c'est vraiment qu'il attende. Pareil, on peut, par exemple, moi souvent je dis le rappel. Quand les gens m'appellent pour dire voilà, notre chien n'a pas de rappel. Le rappel pour moi est pas vraiment une demande à travailler, parce qu'on n'a pas vraiment forcément besoin du rappel. Je m'explique, parce que je pense qu'il y en a qui vont pas comprendre. Donc, par exemple, vous vous baladez, votre chien est 10-15 mètres devant vous. Vous voyez quelqu'un qui arrive en face. On pourrait rappeler le chien, sauf que en fait, on ne veut pas forcément que le chien revienne à nous. Ce qu'on veut, c'est qu'il n'aille pas voir la personne, qu'il ne dérange pas la personne et qu'il la laisse passer. Donc, dans ce cas-là, on peut lui demander d'aller au bord et de laisser passer. Mais il n'est pas obligé de faire ça à côté de nous. Il peut faire ça à 10 mètres de nous. C'est pas dérangeant. Donc, on peut faire des apprentissages comme ça au départ avec la gestuelle. Et pourquoi pas céder de la longe si on en a besoin. Mais typiquement, on n'a pas forcément besoin que le chien revienne. Vous êtes à une intersection, le chien est devant vous. Pareil, ça peut être demi-tour. Demi-tour, c'est juste changer de direction et pas forcément revenir à vous. Ou ça peut être justement, tu attends et qu'on le rejoigne, mais on n'est pas obligé forcément qu'il revienne à nous systématiquement. Le rappel est quelque chose par lequel les personnes ont tendance à passer énormément, et du coup, souvent, on détruit le rappel en faisant trop. Voilà. Mais derrière, il y a l'humain et son contrôle. La personne, voilà, il y a comment accueillir le contrôle et comment faire que ça. Alors, j'ai pas besoin de contrôler mon chien, mais plutôt moi. Est-ce qu'en demandant au chien d'aller au bord et de laisser passer, est-ce qu'on le contrôle pas? Pardon, j'étais en train de lire. Je suis d'accord avec vous sur le rappel. Si on a travaillé la gestuelle, moins besoin. J'ai pas la suite. Moins besoin de rappel, je vois. Mais voilà. Donc, pardon, je disais, quand on demande au chien d'aller au bord et de laisser passer, est-ce que c'est pas un contrôle? Entre guillemets, on contrôle le chien, mais on le contrôle pas en le mettant au pied. C'est-à-dire que on le laisse pas aller embêter tout le monde. On ne le laisse pas traverser devant un vélo, etc. On agit par rapport à sa sécurité, mais le chien n'est pas obligé, en fait, de revenir systématiquement à l'humain pour être, entre guillemets, aux ordres. Tout à fait. Et je rebondis sur le assis. C'est vraiment le truc de base qu'on nous demande tu vois, qui est ancré. On a un chiot, on lui fait assis, de vous coucher. Moi, j'avais abandonné sur le coucher parce que ça me saoulait déjà. Je pas réceptif. Donc, on voit bien qu'on n'en a pas besoin. Que pour des chiots, ce qui est plus important, c'est de tisser cette relation de lien, en fait. Oui, complètement. À partir du moment, en fait, si les gens appellent quand ils ont un chiot, la première des choses à faire, c'est pas, on va dire, tous les ordres, etc. C'est d'abord mettre en place une relation pour que tout se passe au mieux au quotidien. D'une fois que la relation est établie, on peut faire plein de choses avec les chiens et les apprentissages, ils se font assez facilement. Le plus compliqué, c'est justement mettre une relation pour que le chien nous fasse complètement confiance
et qu'on ait la possibilité de pouvoir lui, on va dire, lui demander des choses qui vont être peut-être un petit peu plus dures pour lui, parce que justement, il nous fait confiance, donc on va arriver à lui faire, on va dire, des efforts pour l'équilibre du quotidien. Alors, on parlait de communication sur la relation, on a vu l'importance de côté humain, et à l'inverse, comment le chien nous parle. Oula, comment le chien nous parle? Il parle beaucoup le chien. Il va parler par ses attitudes, on va dire ses oreilles, sa queue, ses mimiques, ses poils. Il peut parler de plein de manières. Et il faut vraiment prendre le chien dans la globalité. Il faut pas prendre qu'une chose. Par exemple, les gens souvent disent ah tiens il a la queue qui remue, il est content. Non. Ok, la queue remue, elle remue comment? Quelle position? Elle est haute, elle est basse, elle remue vite, l'amplitude, et comment est le corps avec, etc. C'est-à-dire qu'il faut essayer de voir une globalité pour savoir qu'est-ce que le chien nous communique. Et une chose qui commence à arriver beaucoup là, je trouve qu'il y a beaucoup de surinterprétation des comportements par rapport à la lecture, parce qu'on commence à interpréter avant d'avoir toutes les informations. Des fois, on le voit sur les stages, les gens disent OK, qu'est-ce qui s'est passé? Bah des fois, je leur dis bon, moi, je sais pas, on va voir sur la suite, parce que en fait, les chiens, ça va tellement vite, des fois on loupe des détails que des fois on ne sait pas exactement comment on peut interpréter les choses parce que il nous manque des informations. Et du coup, faut faire attention à cette surinterprétation des fois qu'on voit, parce que ça peut nous amener à vraiment prendre des mauvaises décisions pour le chien en question ou à mettre le chien en difficulté, par exemple. Ouais. Et ça c'est très humain. Moi, la première, d'ailleurs, dans le stage, effectivement, au lieu de juste observer comment est la queue, enfin parler de ça, de lecture canine, tout de suite dans le cerveau, il y a, bah, il est comme ci, comme ça. C'est vraiment là aussi de l'apprentissage pour nous humains. Donc les stages sont vraiment un lieu safe pour voir tout ça, avec ou sans son Oui, chien oui, oui. d'ailleurs. Ok. Alors, justement, tu as parlé du langage, du blabla de l'humain. Pourquoi c'est intéressant de faire des balades silencieuses avec son chien? Alors, je dirais Ou pourquoi pour pas plusieurs d'ailleurs? raisons. Déjà, j'ai dit au début, le chien, il vit avec nous 24 heures sur 24. Donc là, par exemple, j'ai mes deux chiens dans la pièce où je suis. Alors, les deux sont en train de dormir, mais ils m'entendent déjà parler. Donc déjà, ils sont souvent avec nous. On leur parle pas forcément, mais ils ont toujours du bruit autour d'eux. Souvent. Alors, certains, ça va être la radio, d'autres, ça va être la télé, d'autres, etc. Il n'y a pas beaucoup de moments, mis à part quand on travaille et que les chiens restent à la maison, et encore certains leur laissent la télé, il n'y a pas beaucoup de moments où les chiens ont, peuvent profiter en fait du silence qui les entoure, etc. Donc le fait de nous entendre toujours parler, au bout d'un moment, si on rajoute le fait de toujours parler en balade, notre voix en fait ne fait plus passer aucun message, surtout euh, quand on a besoin de faire passer un message. Par exemple, tout à l'heure, quand je vous disais, voilà, on voit quelqu'un arriver, etc. Si vous êtes toujours en train de parler à votre chien, le risque, c'est que déjà, au lieu de rester à 10-15 mètres, bah, il s'en aille un peu plus loin, parce que vous lui dites toujours ce qu'il doit faire, soit de revenir, soit de se mettre, pour certains, le font quand même le côté, etc. Plus on demande de choses, plus le chien a la possibilité de s'éloigner, puisqu'il n'a pas à faire attention. Si on balade silencieusement, le chien, lui, il peut vraiment se mettre dans sa balade, mais en même temps, vu qu'on a une relation avec lui, il va faire attention où on est. Et il va regarder régulièrement du coin de l'œil où on est. Même certaines fois, il peut revenir, chercher une caresse, repartir, ou revenir à un mètre. Si on s'arrête, refaire son lacet, tiens, qu'est-ce que tu fais, etc. Venir voir ce qu'on fait pour repartir. Donc, moins on parle, plus le chien va être réceptif à ce que nous on fait. Et moins on parle, plus le chien va être réceptif quand on va lui demander quelque chose, puisqu'on va pas être toujours en train de lui parler. Voilà.
Je dirais, en gros, c'est Ouais, ouais, les non, deux mais points. c'est très pertinent. Et ça me rappelle ma mère qui parle beaucoup quand j'étais ado. Au bout d'un moment, c'est un blabla, c'est effectivement, il y a plus de, on se coupe, il y a un truc qui Voilà, est plus c'est un fond accueilli, sonore. ouais, c'est ça, c'est exactement ça. Tu as parlé de caresse. Là aussi, la caresse, ça peut être un acte de communication. Oui. Alors, qu'est-ce que ça t'évoque, une caresse si il y a d'autres chiens, si je caresse mon chien, quel impact ça peut avoir? À l'inverse, si je veux que mon chien me suive, qu'est-ce que la caresse peut, comment on peut l'utiliser en communication? Alors, la caresse, alors, à expliquer comme ça va être compliqué parce qu'il y a plein de petits détails à prendre en compte. Parce que certains vont dire, ouais, mais mon chien, il n'aime pas être touché. Donc, déjà, il va falloir aller voir pourquoi le chien, il n'aime pas être touché, etc. Donc, je vais prendre des chiens qui aiment bien être caressés, etc. En balade, le chien qui revient, par exemple, ma chienne peut le faire beaucoup. Elle revient, elle passe derrière moi et elle repart. Typiquement, à ce moment-là, elle vient chercher une caresse, quoi. Donc, au passage, je mets la main et elle se caresse elle-même. Limite, je vais la toucher, on va dire, en gros, des épaules au niveau du flanc et puis elle repart en trottinant. Donc, ça, pour elle, ça va être un plaisir de revenir rechercher un contact à un moment donné. Euh, Si je dois, comme j'ai dit tout à l'heure, leur demander d'aller sur le côté de laisser passer, vu qu'ils sont pas forcément à côté de moi, à ce moment-là, je vais pas les caresser, mais par contre, je vais leur dire que c'est bien. Si j'ai dû, je sais pas moi, si par exemple je lui dis tu viens, on rattache, dans ce moment-là, avant de rattacher, quand elle est venue, par contre, je vais la caresser pour la féliciter et je vais la rattacher. Par exemple, sur ce moment-là, je vais faire ça. Euh, Si je travaille sur terrain et que on va travailler sur un appareil et que j'ai un chien qui a du mal à faire ce suivi naturel pour aller travailler sur les appareils, si le chien est pas trop loin de son humain, je dis à l'humain, fais un petit détour, caresse ton chien pour l'aider à te suivre. En fait, là, la caresse va lui permettre un petit peu Alors, d'interpeller. Oui. juste pour les personnes qui connaissent pas encore l'approche, les appareils, tu peux juste préciser ce que c'est en deux mots? Les appareils, pour certains, ça peut faire penser à des obstacles d'agility, on va dire, pour certains, pas tous. Ok, Voilà, en gros. Voilà. ok, ok, Donc là, voilà, ok. quand le chien oui, a des difficultés à suivre, là, je vais pouvoir des fois dire à l'humain, voilà, donne une caresse pour l'aider à faire le suivi naturel en direction de l'appareil. Ça pourra être, si le chien marche à côté de toi, pareil, tu peux le caresser. Voilà, il va y avoir plein de manières de quand donner la caresse. Après, il y a des caresses qui peuvent être très différentes les unes des autres par rapport à ce qu'on veut faire. Si par exemple vous allez au vétérinaire et que votre chien il doit rester sur la table sans trop bouger, là vous pouvez faire une caresse apaisante le temps que le vétérinaire l'ausculte par exemple. Caresse apaisante, ça va être fait à deux mains et en fait jamais les deux mains en même temps, mais une main après l'autre pour qu'il y ait toujours contact avec le chien. Voilà, par exemple. D'accord. Donc oui, on peut se servir de la caresse dans la communication et dans la relation. Après, bien sûr, éviter les caresses shampoing, éviter les caresses sur la tête. Voilà, toutes les zones comme ça qui sont à éviter. Alors bien sûr, à la maison, quand on gratouille les fesses ou tout ça, j'appelle pas ça une caresse. C'est des moments de partage qu'on a avec son chien, mais c'est pas une caresse dans la manière de récompenser et tout ça. C'est des échanges qu'il Et à faut. l'inverse, oui. Et à l'inverse, sur terrain, quand il y a d'autres chiens, là, tu peux te demander aussi, quand c'est un stage de communication, de ne pas caresser. Alors, Pourquoi? voilà. Alors, premier jour en stage, je demande souvent aux gens le temps qu'on arrive à bien décrypter tous les chiens, qu'est-ce qui se passe dans le groupe de chiens, etc. Je demande aux gens de ne pas caresser leur chien, de ne pas toucher leur chien le temps qu'ils sont en communication. Les chiens entre eux, ils communiquent. Rien que le fait de toucher votre chien quand il communique avec un autre chien peut influencer et influence très souvent la communication avec l'autre chien. C'est-à-dire que un chien qui va pas être très à l'aise ou qui a un manque d'assurance, etc., vous le touchez à un moment donné où un chien arrive vers lui,
il peut prendre le fait d'être touché comme autorisation de OK, je peux y aller vers lui, alors que peut-être il n'y aurait pas été. Voilà. C'est sur les choses comme ça où d'abord, premier jour de stage, on découvre les chiens, on donne pas de contact. Et après, d'une fois, on va pouvoir caresser sur certains moments, mais on évite de caresser sur les moments de communication directe de chien à chien. Oui, et puis ça, pour l'avoir vécu en pension à la maison, certains chiens aussi font de la protection. Oui. Donc, ça peut créer Des des tensions. tensions entre les chiens. Voilà. Donc, là aussi, notre communication, Oui. quand elle est neutre, quand il y a plusieurs chiens, je veux dire, qui ne sont pas de la même famille, Alors, plusieurs chiens qui ne sont pas de la même c'est famille, recommandé. ou même si on prend des chiens qui se connaissent, et mettons juste qui se connaissent, hein, qui se sont vus 2, 3 fois, et derrière, il y a 5, 6 chiens avec eux qui se sont jamais vus, ces 2 chiens-là qui se connaissent un peu plus peuvent faire aussi alliance avec sur les autres chiens, si jamais ça va pas. C'est ça. Les alliances peuvent aller très vite. Ouais. Ouais, c'est passionnant ça. Et alors, tu as parlé de ça tout à l'heure. Qu'apporte le fait de ne pas utiliser justement la friandise dans l'approche? Qu'est-ce qu'elle apporte? Oui, Alors, je vais te répondre autrement. Je vais dire déjà, euh, en ne travaillant pas la friandise, on va demander un effort supplémentaire à certains humains. Je dis bien à certains, pas à tous. Pourquoi? Parce que le fait d'avoir la friandise, le chien, même si on fait pas avoir la friandise, le chien sait très bien qu'il est récompensé à la friandise. Donc, il peut venir voir ce qu'il y a dans les mains, dans les poches, etc. Donc déjà, il y a cette partie-là. Donc, on va demander un effort que l'humain se concentre un peu sur justement sa gestuelle du départ. Parce que quand on travaille à la friandise, on fait beaucoup moins attention à son comportement au niveau de la gestuelle, etc. Alors que là, sans friandise, on est obligé de faire très attention parce qu'on sait que sinon, le chien, au départ, les apprentissages auront peut-être un peu plus de mal à se mettre en place si on ne fait pas attention à cette cohérence-là. Pour moi, travailler à la friandise, c'est aussi le côté... Euh, c'est là où je vais faire la différence. Par exemple, quand on a eu le clicker, quand le clicker est arrivé en France, etc., plus travailler un peu plus à la friandise, c'était à peu près au même moment qu'on avait arrivé tout ça. Pour moi, on peut s'en servir quand on n'a pas de lien avec le chien. C'est-à-dire que vous arrivez chez une personne qui a un chien, vous prenez une friandise, si le chien est un peu gourmand, vous lui faites faire tout ce que vous voulez. Par contre, ça ne veut pas dire que vous avez la relation. Voilà. Moi, ce qui me dérange, voilà, ça va être ça par rapport à la friandise. C'est-à-dire que le chien, il va pas travailler par la relation, il va travailler s'il est gourmand. Ah, personnellement, moi, j'ai jamais eu de chien gourmand. Donc, déjà, les friandises n'auraient pas marché. Mais, y a ce côté-là, je trouve que un chien travailler la friandise, ça m'est arrivé la semaine dernière. Je travaillais un chien réactif sur la test, réactif aux humains et aux autres chiens, pas toujours très à l'aise en fonction de comment le chien approche. Un jeune chien, 8 mois, 7, 8 mois, un peu foufou, arrive vers nous. Et là, moi, je me suis éloignée un tout petit peu et du coup, le chien est venu à moi qui n'avait pas le chien. Et en fait, direct, il s'est assis devant moi, il me sentait les poches. Et la dame me dit, ah, il veut une friandise. Je dis, bah, dommage, j'en ai pas. Donc, il me dit, parce qu'en fait, tous les gens qu'on croise, il va leur demander une friandise. Bah ouais, mais j'en ai pas, donc je peux pas y en donner. Et s'il a appris ça, ce chien-là, ça veut dire qu'il a très vite compris que il allait voir quelqu'un, il avait une friandise. Est-ce que j'avais une relation avec ce chien-là? Non, j'en avais pas, quoi. C'est la première fois que je le voyais. Alors, on va dire que ça, c'est l'extrême. On est d'accord. Mais, travailler à la friandise, le chien se fixe plus sur les mains que sur ce qu'il fait. Par exemple, si on travaille sur les appareils, sur le terrain, on voit vraiment que le chien peut réfléchir sur la texture, peut réfléchir sur comment il pose les pattes, etc. Vous travaillez à la friandise, le chien, il va suivre votre main et il va pas forcément regarder où il met les pattes et tout ça. Même si vous n'avez pas la friandise dans les mains, hein, et que vous la donnez à la fin.
Donc, il y a moins de réflexion sur un chien qui travaille à la friandise, je trouve, et l'humain réfléchit moins aussi à sa cohérence. On n'a pas la même, je trouve que le relationnel est différent. Je sais pas si j'ai répondu Ok, du coup à ta question. c'était si, si, c'est très, très clair. Et puis, c'est, voilà, c'est, de toute façon, l'idéal, c'est d'essayer. Moi, j'ai commencé, j'adorais ça en balade. J'avais les poches pleines, j'adorais ça. J'avais l'impression, tu vois, de donner comme ça un peu d'amour à tous les chiens que je croisais. Et voilà, et quand j'ai commencé à changer et à arrêter, bah, en fait, ça n'a pas changé mon lien puisque le lien était fait. Et c'est beaucoup plus, je trouve, plus fluide. Et puis en plus, il y a pas, on n'y pense plus. Enfin, ça allège. Je trouve que ça allège pour aller justement au cœur de la relation, de la communication. Mais je pense qu'il faut expérimenter. Pour les personnes qui sont à la friandise, d'expérimenter, ça peut être sympa. Alors, comment travailler les autocontrôles du chien? On entend beaucoup le mot autocontrôle. Quel est ton avis là-dessus? Autocontrôle. Pour moi, c'est compliqué de travailler les autocontrôles du chien. C'est autocontrôle. C'est le chien lui-même qui doit se contrôler, c'est pas l'humain qui doit contrôler le chien. Pour moi, quand on entend beaucoup, euh, il faut travailler les autocontrôles du chien. Du coup, c'est souvent ce qu'on voit hein, en vidéo, tout ça, c'est il faut travailler les autocontrôles du chien. On demande au chien de s'asseoir, on lance la balle et après on lui demande d'aller chercher la balle. Là, on a travaillé l'autocontrôle de pas s'exciter quand on lance la balle. Pour moi, là, on n'a pas travaillé d'autocontrôle, on a travaillé le contrôle. Autocontrôle, qu'est-ce que c'est un autocontrôle? Un autocontrôle, à la base, c'est que le chien sait lui-même s'autocontrôler. Euh, donc, ça va être euh, sur, par exemple, l'inhibition de la morsure. Ça, c'est un autocontrôle. Mais ça, il l'a fait du coup dans la fratrie. Il l'a pas fait avec l'humain. Donc, pour moi, c'est très compliqué au niveau autocontrôle de travailler les autocontrôles avec l'humain. Les autocontrôles, on les travaille plus avec de chien à chien que de chien à humain. À l'humain, on travaille le contrôle. On travaille pas, pour moi, on ne travaille pas les autocontrôles. On a une question, Nadine. Du Oui. coup, on peut travailler des appareils avec son chien juste à la relation. Vous conseillez de ne pas utiliser de friandises. Moi aussi, je trouve que mon chien ne se concentre pas. Et j'ai encore pas la suite, je ne sais pas Alors, pourquoi. qui ne se concentre pas, moi, je vois décrit qu'en free-free. Mais je sais pas ce que ça veut dire. C'est une nouvelle technique. En tout cas, on a compris l'idée. Alors, oui, moi, aux appareils, je ne travaille pas du tout à la friandise, je travaille à la gestuelle. Donc, déjà, il y a, sur les appareils, il y a déjà, on décompose. C'est-à-dire que quand, par exemple, si on prend la passerelle pour que tout le monde ait une idée, si on prend la passerelle de l'agility, au départ, quand je vais travailler la passerelle, ça sera déjà faire venir le chien. Donc, ça sera déjà soit un suivi naturel, soit un rappel. Ça sera que ça au départ. Euh, Si déjà ça vient plusieurs fois là-dessus, je vais pouvoir peut-être faire mettre deux pattes avant. Si ça se passe bien systématiquement avec deux pattes avant, je peux pouvoir faire mettre quatre pattes, puis avancer un peu. Après, le but, c'est pas que le chien passe, c'est que le chien, il fasse confiance à l'humain pour passer des choses ou pour faire des choses, qui travaille au niveau de la texture aussi. Euh, mais c'est vraiment le côté gestuel, c'est-à-dire comment on fait pour lui demander de monter, avec quelle main on tape, quand on va féliciter, où on regarde, etc. Il y a toute cette, on va dire, cette pratique-là à faire pour voir pourquoi le chien, par exemple, ne veut pas monter. Parce que si, par exemple, le chien ne veut pas monter, il y a une raison. Est-ce que c'est un problème de relation? Est-ce que c'est un problème de matière qui fait peur au chien? Est-ce que voilà, il va y avoir plein de choses qu'il va falloir regarder et savoir en fait pourquoi. Et le travail sur les appareils peut nous aider justement à établir une relation et une relation de confiance. Ok. Euh, alors, justement, je vais rebondir. C'était très intéressant ce que tu disais sur les autocontrôles. Justement, en Alors chien, je t'entends presque quand... plus. Ah, tu m'entends plus? Alors, est-ce que Ouais, les autres m'entendent? Là, tu oui, m'entends?
c'est bon, c'est revenu. Ah, cool. Alors, je disais que les autocontrôles, les pistes que tu nous as données de réflexion sont très intéressantes. Et justement, Je comment t'entends de favoriser nouveau un peu coupé, l'autonomie? là. Alors, attends, je vais l'écrire. Comment favoriser. Ah ouais, je pense qu'il y a un problème puisque ta vidéo se fige. Ah oui, ça va revenir, j'espère. En tout cas, je t'ai mis la Comment question. favoriser l'autonomie du chien? C'est ça? C'est ça. Alors, comment favoriser l'autonomie du chien? Par exemple, en balade silencieuse, déjà. Ça va être de l'autonomie pour pas lui dire hein, toujours à gauche, à droite, devant, etc. En balade, ça peut être ça. Ça peut être ne pas toujours lui parler de manière générale, lui laisser prendre des initiatives. Donc laisser prendre des initiatives, par exemple en balade, des fois, ça peut être à lui de choisir le chemin où il veut aller et que ça soit pas euh, toujours l'humain qui choisisse. Alors attention en faisant ça parce que euh, par exemple, moi, avec les miens, ça, c'est compliqué. Parce que vu qu'ils sont très réceptifs à la gestuelle, il suffit que je regarde mes épaules dans un sens, je leur dis où je vais. Hmm. Donc, je ne laisse pas vraiment choisir là-dessus. Donc, c'est très... voilà. Si le chien est déjà très réceptif à la gestuelle, ça... voilà. Après, pour un chien qui n'a pas déjà l'autonomie, c'est lui laisser choisir un maximum. Par exemple, où il peut aller en balade. Ça peut être ça. Ça peut être un chien, je vais dire, ça va être l'écoute mutuelle. Un chien qui vous demande quelque chose, il répond. Là, du coup, vous allez favoriser aussi l'autonomie, c'est-à-dire que le chien, il va être capable progressivement de vous demander de plus en plus de choses. Alors, demander de plus en plus de choses, ça peut être, qu'est-ce que ça peut être? J'ai pas de choses qui me viennent en tête là. Je suis en train de réfléchir par rapport au mien. Par exemple, moi, j'ai pas trop d'heures fixes pour leur donner à manger. Ils mangent plus en fonction de mon emploi du temps. Des soirs où je rentre plus tard que d'autres. Le dimanche, ils ont tendance à me demander à manger un peu plus tôt que les autres jours. Bon, ça me dérange pas, je leur donne. Hmm. Voilà. C'est pas des chiens qui vont demander à manger systématiquement tout le temps avant. Donc là, ça me dérange pas qu'ils me demandent, hop, je vais leur donner, par exemple. Euh, Qu'est-ce qu'il y avait en autonomie j'ai l'autre fois, on était en balade à 3, 4 personnes. Et en fait, les chiens sont un petit peu partis dans les sous-bois, ils sont revenus, il en manquait un chien. Nous, on continue à marcher. Il y a un des chiens qui est venu nous barrer le passage pour pas qu'on continue d'avancer. Donc on s'arrêtait un peu. Puis lui, vu qu'il s'est décalé pour regarder derrière si ça arrivait, on a remarché sans faire attention. Hop, il est revenu nous couper la route. Il a dit non, non, mais il manque un chien. Donc là, typiquement, pareil, on écoute le chien, donc on va favoriser l'autonomie qu'il prenne. Hmm. Voilà. Oui, voilà. Le dernier exemple est très, très pertinent pour nous montrer. J'espère qu'on Oui, m'entend oui. maintenant. Ah, super. Pour nous montrer à quel point c'est une relation et qu'ils ont des choses à nous dire. Enfin, c'est une relation. Florence nous dit mon loulou qui veut s'isoler et me le demande et il est très clair. Voilà, par exemple, qui est son Voilà. loulou qui a 10 ans, je crois, qui a peut-être besoin de. Voilà, c'est en plus, c'est pour toute la vie. Alors, en parlant de communication, un mot sur la longe. Euh, c'est un outil de communication, mais comment bien l'utiliser? Ah, c'est compliqué. Comment bien l'utiliser? Faut pratiquer, pratiquer, pratiquer. La longe, en fait, c'est surtout la partie qui est entre l'humain et le chien n'est jamais au sol. Ça, c'est déjà, on va dire, une des règles. La partie entre l'humain et le chien jamais au sol, c'est-à-dire que vous ne tenez pas la fin de la longe. C'est-à-dire que on tient pas le bout et tout le reste de la longe est au sol et puis vous avez les chiens. Là, c'est pas du tout ça la relation. C'est en fait c'est vous qui portez la longe.
C'est pas le chien qui doit sentir le poids de la longe, c'est nous humains qu'on doit porter la longe. Donc, et la longe, avec le maniement de longe, on a toujours pareil la gestuelle adaptée. Donc, c'est plus ça qui va compter. Après, de toute façon, c'est du maniement parce que il faut freiner, il faut pas bloquer directement pour pas que le chien se prenne d'un coup. C'est compliqué à expliquer comme ça. Oui, mais déjà, ce que tu nous as dit, déjà, c'est hyper intéressant. C'est, voilà, quand parce qu'on, c'est un conseil qu'on entend beaucoup, prends une longe, prends une longe. Mais c'est pas la longe au sol si on veut vraiment communiquer. Déjà, ce que tu nous as dit. Et après, de toute façon, le live, c'est un coup de vernis. Après, bien sûr, l'idéal, c'est d'aller en stage, c'est de continuer. Là, c'est histoire de donner des petites pistes. Donc, mais je trouve que c'est déjà important et effectivement, c'est la Oui. pratique, la pratique, la pratique. Romy disait ça, je ne sais pas combien d'années elle a d'expérience, mais elle disait qu'encore aujourd'hui, elle apprenait. Donc, Ben, sur la longe, ouais, sur la voilà. longe, c'est vraiment de la pratique et du temps de pratique qui fait que typiquement on voit qu'il y a plein de petits détails et tout à bien mettre en place entre le freiner, le bloquer, le relâcher, entre tout ça. Après, oui, la longe, elle va permettre de mettre une relation bien en place. Un chien qu'on ne peut pas lâcher pour plein de raisons. Il faut pas qu'il se promène en laisse ou en laisse, il peut pas sentir les odeurs, il peut pas, etc. Donc c'est vraiment une longe de bien 15 mètres. Et ça ne veut pas dire qu'il a 15 mètres tout le temps, puisqu'il faut être en sécurité aussi, mais il peut de temps en temps s'éloigner et surtout il peut prendre de la longueur pour aller prendre des odeurs et tout ça qu'il a besoin, quoi. Très important. Très important. Alors, selon toi, pourquoi, moi je me pose la question, pourquoi les idées reçues comme la dominance ont encore tellement de place, que ce soit même chez des vétérinaires, chez des professionnels, chez des éducateurs, chez des éleveurs. Enfin, pourquoi ça évolue si peu? Parce que pour moi, c'est plus facile de dire que c'est le chien qui a un problème que plutôt que de dire on a un problème dans le relationnel où c'est l'humain qui doit faire un effort. C'est plus facile de rejeter la faute sur le chien. Donc c'est pour moi, c'est plus simple de garder ces idées reçues en place. Ouais. Écoute, ok. Après, c'est peut-être pas ça, hein, On a mais vu, ça passe très. Ouais. Oui, oui. Non, non, mais voilà, c'était important quand même de mettre un mot dessus. On arrive, ça a passé très vite sur la fin de l'interview. Euh, Si tu avais un message à nous transmettre globalement, ce serait lequel? un message global. Sur le chien? Oui, ou sur le papier peint, si tu Non, mais je préfères. veux dire sur le chien, sur l'éducation, ça peut être vaste. Ce que tu Ce veux. que je veux. Moi, je dirais qu'on profite au maximum des chiens qu'on a, qu'on sache bien les observer, les écouter, pour profiter au maximum de ce qu'ils nous apprennent tous les jours. Je dirais que ça, c'est important. De pas chercher à toujours vouloir peut-être modifier tout ce qui des fois, nous embête sur leur comportement ou leur personnalité. Et essayer de les garder un petit peu comme ils sont eux-mêmes. Je pense que déjà, Mm, si on arrive à ça, ça serait déjà quelque chose de bien, quoi. mm, mm. C'est un conseil qu'on pourrait avoir pour d'autres humains, donc c'est très parlant. Et si tu étais à ma place, qui aimerais-tu interviewer? Qui j'aimerais interviewer ouais, pourquoi pas Olivier Delorme. Olivier Delerme, d'accord. Eh bien, écoute, on le salue. Euh, Écoute, c'est la fin de cette interview. Je te remercie beaucoup d'avoir accepté. Vraiment, Il n'y a pas de merci. souci. C'était précieux de t'avoir avec nous et je suis vraiment ravie. Le replay va être dans la foulée. C'est aussi nouveau, je télécharge, c'est un peu long, mais j'essaye de le faire sur YouTube parce qu'on m'a demandé pour des facilités de replay, donc j'essaye de le faire. Mhm.
Le prochain interview, ça va être un thème un peu moins sympa que la relation. Je ne sais pas si tu sais, Nadine, mais il y a 20% de plus de vols de chiens en un Ah an. oui, quand même. Ce fléau se développe. Donc, on va recevoir une bénévole d'association. Et que faire si on est témoin de maltraitance? On va aborder ces D'accord. thèmes-là, qui sont un peu compliqués, mais qui Oui. sont importants, je pense. Et donc Ok. voilà. Eh bien, écoutez, bon courage Je pour la te prochaine. remercie beaucoup. Merci beaucoup. Écoute, je te remercie encore. Je vous remercie tous pour votre d'être venus. Je vous dis à bientôt. Merci Nadine. Bonne journée. Et comme disait mon grand-père, prends ce que tu veux et laisse le reste. Voilà. Ciao tout le Bonne monde. journée. Au revoir. Salut.